Question à la Soral de Samuel F. Alors, qui vous pose la question si vous connaissez les Enhanced Games. Donc, ce sont l'organisation des Jeux améliorés. Donc, ce sont les Ah ouais. disciplines olympiques réalisées avec le dopage selon la volonté de l'athlète de s'injecter tel ou tel produit, qui aura lieu à Las Vegas en mai 2026. La triche technique donc et chimique sera open bar. Quel avenir pour le sport avec de tels événements selon vous? Eh ben, je suis désolé de le dire, mais j'ai écrit des textes là-dessus il y a déjà longtemps en disant que la légalisation du dopage était une fatalité logique dans le sport. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est que simplement, le dopage est quelque chose de non reconnu et qui existe partout, et ce qui produit en fait une inégalité entre les nations super dopés et qui ont les moyens de se protéger des contrôles. Les Américains ont toujours été les plus dopés en athlétisme, hein. On le sait très bien, mais c'était les moins sanctionnés parce qu'ils régnaient au-dessus des fédérations. Et d'ailleurs, après, ils ont montré du doigt les Russes qui utilisent des molécules identiques mais avec d'autres intitulés. Et ils ont marginalisé les Russes au nom du dopage, alors que enfin, je veux dire, tous les athlètes russes depuis 40 degrés, je ne parle pas des Anglais aussi, ils sont tous dopés. Alors le problème, c'est que le principe du sport, c'est le progrès de la performance. C'est le principe, c'est qu'on ne peut pas faire venir les gens dans un stade si la performance ne progresse pas. Et à un moment donné, j'avais écrit des textes là-dessus, quand on, parle, on démarre d'un sport amateur à la Coubertin où un type, pour pouvoir performer, s'entraîne 3 fois par semaine après son boulot, on va dire 9 heures par semaine. Il a donc 9 heures par semaine à consacrer à faire monter son niveau. À un moment donné, avec la professionnalisation, l'argent, etc., tu as un type qui continue à progresser parce qu'il passe de 9 heures à 15 heures, 20 heures. Et à un moment donné, le type, il s'entraîne à plein temps. Quand il s'entraîne à plein temps, à un moment donné, il y a quand même une saturation du progrès de la performance parce qu'on ne peut pas s'entraîner plus que 24 heures par jour, de cette manière. Et là, qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire monter la performance? C'est tout ce dont on ne nous parle pas. Alors évidemment, les techniques d'entraînement qui progressent, les matériaux qui progressent, comme les chaussures pour les coureurs, etc. Mais aussi le dopage. Et la question du dopage est une question assez subtile parce que qu'est-ce qui est dopage et qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que, par exemple, soigner son alimentation, prendre un nutritionniste, comprendre qu'il y a à quelle heure il faut manger, à quelle heure il faut faire caca, qui est l'optimisation de la gestion du corps, est déjà quelque part, il n'y a pas de frontière avec le dopage. Le dopage, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont déclarés interdits. Chers auditeurs, alainsoral.com a le plaisir de compter Contre Culture parmi ses partenaires. Désormais, pour chaque abonnement mensuel à 50 € par mois, vous recevrez directement dans votre boîte aux lettres le dernier ouvrage édité par Contre Culture. Comme le dit Alain Soral, la contemplation passive d'une vidéo ne remplace pas l'acte de pensée de la lecture. Dans un monde largement dominé par les écrans, lire demeure un véritable acte de résistance. Avec cette offre, notre intention est de permettre à nos abonnés de continuer à se former avec des livres pertinents, subversifs et inspirants. Ce mois-ci, les abonnés recevront Les Contes de Russie de Léon Tolstoï, livre de garde de la collection Imaginaire européen. Et pour lancer cette nouvelle contrepartie, nous offrirons à chaque nouvel abonnement, souscrit avant le 25 décembre, le livre d'Alain Soral, Anthologie. Mais par exemple, un type qui prend un peu de vitamine C, etc., est-ce que c'est du dopage? C'est une question de quantité souvent, hein. Il en a trop pris. Et on voit très bien qu'il y a des produits aujourd'hui que des sportifs prennent qui ne sont pas encore déclarés dopage, qui fait qu'ils ne sont pas dopés, alors que dans quelques années, ce produit-là sera déclaré dopage et que le type, finalement, est-ce qu'il avait été dopé ou pas? Dans le cyclisme, on se pose la question, si on revient sur toute l'histoire du cyclisme est une histoire de dopage, puisque le cyclisme a commencé dans le dopage avec le dopage des chevaux de course. Je connais tous ces sujets-là, je les ai étudiés. Donc, il y a toujours eu du dopage dans le cyclisme. Et à un moment donné, qu'est-ce que fait? Comme le disait Jalabert, qui était très honnête, on ne fait pas le Tour de France en ne buvant que de l'eau. C'est impossible. Je veux dire, 23 étapes avec des étapes de montagne où on se tape 4 cols dans la journée sur 170 km à une moyenne de 37. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du vélo, mais sur le plat, déjà faire 37 de moyenne sur 80 km, il faut déjà être super balèze. Voilà. Donc voilà, il est fatal qu'à un moment donné, le dopage soit intégré au sport pour la progression continue de la performance et donc du spectacle. Parce qu'à un moment donné, si on a par exemple, on a un Usain Bolt, qui est un sprinter incroyable, qui court en 9,52, j'ai pas, ou 56, on s'en fout. Et c'est très difficile de battre ce record-là. Si on veut battre ce record-là pour que les gens se disent quand même, on va voir plus que du Usain Bolt, parce que sinon, ça veut dire qu'on
on revoit une performance qui est en dessous de ce qui a été fait il y a 10 ou 15 ans, parce que le temps passe vite, à un moment on se dit, bon ben voilà, il faut absolument péter ce plafond des 9,50 au 100 mètres. Eh ben, il n'y a pas 36 solutions, c'est le dopage, hein, parce qu'à un moment donné, sinon il y a une barrière physiologique qui est quand même, voilà, qui est une vraie barrière. Et à un moment donné, qu'est-ce que c'est que le problème du dopage? C'est le problème d'égalité dans le dopage. Parce que ce qui est dégueulasse dans le dopage, c'est que ceux qui sont dopés sont avantagés par ceux qui ne le sont pas. On disait dans le cyclisme, les gens qui s'y connaissent comme moi disaient que Charlie Mottet était un type à qui on avait volé une très belle carrière de cycliste parce que lui ne se dopait pas. Il prenait de la caféine et de la vitamine C et il a quand même gagné des courses importantes comme le Grand Prix des Nations, etc. Et tout le monde savait qu'au milieu d'autres couleurs qui étaient chaudières à mort, c'est-à-dire qui étaient chargées comme des mules, même à l'insu de leur plein gré, Charlie Mottet, lui, se dopait pas parce qu'il voulait pas, il aimait pas ça, ça lui faisait peut-être peur pour son avenir, parce qu'on sait que les dopés souvent meurent à 50 ans. Hein. Fignon est mort très jeune, Ocaña est mort très jeune, Anquetil est mort très jeune, Poulidor est mort vieux. Oui, je crois qu'il est mort, oui, maintenant. Voilà, donc le problème, c'est l'égalité dans le dopage. Et le problème, c'est que le dopage, comment dirais-je, clandestin, c'est comme l'avortement clandestin. C'est que ça pousse les types à le faire en cachette, en maîtrisant pas bien et à faire n'importe quoi. Et on savait très bien que la grande supériorité, par exemple, de Armstrong en cyclisme, c'est que c'était du dopage à l'américaine, très très bien organisé, et que ça n'avait rien à voir avec le mec qui se shoot en douce en ayant acheté des produits à quelqu'un d'un peu bizarre, etc. Et donc, ce qu'il faut promouvoir à un moment donné, pour le progrès de la science et le progrès du sport, c'est le dopage égalitaire, même pour tous, et effectivement, non pas combattu à moitié selon les fédérations qui sont plus ou moins protégées. Tout le monde sait très bien qu'au moment de la rivalité de Ben Johnson et de Carl Lewis, Ben Johnson en a pris plein la gueule, surtout parce qu'il était canadien d'une fédération bien moins puissante que la fédération américaine et qui mettait minable les Américains. Mais il n'était pas moins dopé que les Américains et pas moins dopé que les Linford Christie et les Anglais. C'est simple, vous pouvez voir si un sprinter est dopé, vous regardez ses bras. Comparez les bras de notre champion, le maître, le blanc le plus rapide du monde. Il a des bras assez fins. Et puis regardez les bras des sprinteurs anglais de l'époque, comme Linford Christie, qui atteignaient leur meilleure performance après 35 ans, ce qui n'est pas normal, et qui avaient des bras, moi je sais ce que c'est que les stéroïdes et tout ça, des énormes bras comme ça, avec des énormes veines, là, comme ça, c'est des mecs qui étaient chargés comme des mules. Hein. Après, je ne sais pas dans quel état de santé ils sont aujourd'hui. Rappelons-nous que John Alomou, le 3 carrel de 110 kilos qui courait le 100 mètres en moins de 11 secondes, il a fini en fauteuil roulant et il est mort à 45 ans. Hein. Donc le problème, c'est plutôt ça. C'est légaliser le dopage et l'encadrer de manière égalitaire et scientifique de manière à continuer le progrès. Et c'est aussi le progrès de la médecine, parce que d'une certaine manière, il faut pas oublier que les sportifs sont des cobayes pour voir en fait les produits qui permettent d'améliorer la performance, la résistance. C'est intéressant pour l'armée, c'est intéressant dans des tas de domaines. Je sais aujourd'hui par exemple qu'il y a un record en apnée d'apnée sous oxygène. Et en prenant de l'oxygène pur, tu as des types qui arrivent à tenir plus de 20 minutes en apnée. Je crois même que c'est 28 minutes. Donc c'est intéressant d'une certaine manière de faire un record de l'apnée sous oxygène, parce que c'est intéressant même d'un point de vue militaire et même d'un point de vue pour les plongeurs, de savoir qu'avec un système d'inhalation d'oxygène pur, un type peut rester sous l'eau presque 30 minutes. Ce qui peut être intéressant pour des travaux sous-marins, pour je sais pas quoi, pour faire des films, pour s'intéresser aux poissons, j'en sais rien. Et moi, je pense qu'il est fatal que le dopage soit totalement intégré au sport, parce que le dopage fait partie du progrès technique, du progrès humain, et que on est dans une logique où il faut que ça progresse. Voilà. Et à un moment donné, pour que ça continue à progresser, sachant qu'on est dans le sport professionnel de haut niveau depuis déjà des décennies et des décennies, et que donc on arrive à un plafonnement fatal à un moment donné de la performance, et bien à un moment donné, pour que ça continue à monter, il faut intégrer le dopage. Alors le mec qui a créé ça se fait cracher à la gueule, c'est un juif d'ailleurs. Au début, ça ne va pas marcher, mais c'est le sens de l'histoire. Les juifs sont les spécialistes des marchés émergents. Si ça se trouve, dans 20 ans, la question ne se posera plus. Voilà, le dopage sera totalement intégré et il y aura même sur les maillots des mecs la pharmacopée, vous savez, les sponsors, les labos pharmaceutiques qui les dopent, puisque à la limite, c'est la logique. Aujourd'hui, tous les cyclistes portent des maillots qui sont plus des maillots nationaux, mais des maillots de marque. À la fin, vous aurez des mecs qui courent le 100 mètres on essaiera de passer la barrière des 9 secondes au 100 mètres. Il y a eu aussi des handicapés qui couraient plus vite que les autres avec des lames, parce qu'on s'est rendu compte finalement, si tu voulais courir plus vite, il faut te couper les deux jambes aux genoux et te mettre des lames.
Et d'un seul coup, tu bats les valides. C'était le danger. C'est pour ça qu'on a un peu arrêté de déconner avec ça. Parce qu'on s'est rendu compte que si on acceptait que les handicapés courent avec les valides, on pouvait imaginer qu'un type se fasse couper les deux jambes pour pouvoir être champion du monde avec les sponsors que ça représente. Tous ces paradoxes-là sont sur la table. Hein. Voilà, donc de toute façon, le dopage est omniprésent dans le sport. Ce qui est peut-être le légaliser, c'est le sortir, je dirais, un peu comme l'avortement, des arrière-cours un peu sordides, qui sont donc dangereuses, et que ce soit égalitaire pour que tout le monde soit égal face au dopage, ce qui est toujours un problème, hein, les petites nations par rapport aux grandes nations, ceux qui ont accès à de la recherche et à un lobby pharmaceutique plus puissant qu'un autre, il y aura toujours des... Je pense que les grandes nations techniquement avancées sont toujours favorisées si on légalise le dopage par rapport aux petites nations. Et on peut même d'ailleurs, de ce point de vue-là, pourquoi par exemple les Éthiopiens, les Africains, Kenyans des hauts plateaux courent plus vite que les autres? Bah, est-ce que c'est pas du dopage naturel? Les mecs, ils vivent dès l'enfance à 2000 mètres d'altitude, hein, comme en Abyssinie là-bas. Et en plus, ils ont des morphotypes qui font que ils pèsent 40 kilos. Quand tu pèses 40 kilos et que tu as passé toute ta vie à plus de 2000 mètres d'altitude, tu es obligé de battre sur des courses de fond un Européen qui vit au niveau de la mer et qui fait, même si c'est un petit gabarit, qui fait quand même, lui, minimum 55 kilos et déjà, ou 60 kilos. Donc, à la limite, on pourrait presque parler de dopage naturel. Je me rappelle qu'à l'époque, les cyclistes qui voulaient battre le record de l'heure, qui est un truc d'ailleurs qui intéresse plus grand monde, hein, le record de l'heure, les mecs allaient s'entraîner en altitude et essayer de le passer à Mexico. Et d'ailleurs, on pouvait discuter du fait qu'il l'avait fait à Mexico. On peut le faire à La Paz même. On fait construire un anneau de vitesse à La Paz, qui est la ville la plus haute du monde, je dirais, et pour battre le record. Donc ça, est-ce que c'est pas du dopage déjà? Est-ce que tout ça, on a même des boxeurs qui font des stages en altitude pour se renforcer le cardio. Tout ça existe. Donc, qu'est-ce qui est du dopage, qu'est-ce qui n'en est pas? Ce qui est pénible, c'est le mensonge sur le dopage, l'inégalité sur le dopage, et le fait à un moment donné qu'un mec qui n'y connaît rien te dit dopé, tricherie. Mais en fait, le dopage, c'est compliqué. Il y a des types à un moment donné qui ont pris un coup de froid, ils ont une compétition qui arrive, il faut qu'ils se soignent un peu, et parfois des produits qu'ils devraient prendre comme médicaments sont interdits parce que sur les listes de produits dopants. Et le type, eh ben, finalement, ne peut pas se soigner. Et s'il se soigne et puis qu'on dit, gna gna, vous avez pris tel et tel cachet, machin, il dit, ouais, j'avais la crève. Le mec, on peut le montrer du doigt comme un tricheur, alors qu'en fait, il a simplement chopé la crève à l'entraînement. Parce que souvent, quand on fait des entraînements assez durs, on prend des coups de froid. Donc, c'est un sujet qui mérite qu'on maîtrise le sujet et qu'on se pose la question, en fait, de manière un peu honnête et rationnelle. Et je vous dis, le dopage a vocation à être totalement intégré à la performance sportive, parce que sans le dopage, on se limite dans la progression. Et en plus, le sportif étant aussi un cobaye, c'est très bon pour la recherche médicale, si c'est bien encadré, effectivement, de se servir des sportifs comme cobayes pour l'amélioration de la performance. Et je vous dis, moi, ça m'intéresse de voir jusqu'où pourrait aller un coureur de 100 mètres si à un moment donné, on commence vraiment à se mettre sérieusement au dopage. Bon, alors après, peut-être que ça pose un problème d'espérance de vie. Mais de toute façon, on sait très bien, exemple, que tous les footballeurs américains sont dopés à mort. Et l'espérance de vie d'un footballeur américain de haut niveau, c'est 52 ans. On sait très bien que tous leurs organes sont entiers. Moi, j'en ai parlé avec des mecs qui m'ont dit, tu vois ces mecs qui sont des beaux bébés, etc. Tu regardes leurs organes, leurs reins sont foutus, leur cœur est foutu, leurs poumons sont foutus, leur rate est foutu. Et c'est comme une bagnole de sport. Le capot est encore correct, mais le moteur est totalement déglingué par le fait d'avoir tourné à 300 à l'heure, à 12 000 tours pendant des centaines de kilomètres, quoi. C'est un peu ça. Donc, voilà, il y a un verrou qui va péter, il pètera bientôt. Là, il y a un mec qui a pris les devants. Il va s'en prendre plein la gueule par les moralistes à la con et les journalistes sportifs qui sont en général des crétins. Et en réalité, dans quelques années, tout ça sera intégré totalement.